L'eau potable va-t-elle devenir rare? Elle est de plus en plus polluée. Brice Lalonde déclare la guerre aux agriculteurs, principaux pollueurs. La polémique de l'A320 après l'accident de Bangalore. Les pilotes trouvent l'avion trop compliqué. Réponse dans ce journal de Bernard Ziegler, pilote d'essai de l'appareil. François Mitterrand au Pakistan, dialogue avec Benazir Bhutto. Ils ont parlé du Cachemire, région frontalière avec l'Inde. Les artistes décorateurs au Grand Palais jusqu'au 11 mars. Un salon haut de gamme qui avait disparu depuis 3 ans. Bonsoir. La guerre de l'eau est engagée. C'est Brice Lalonde, le ministre de l'Environnement, qui a déclenché l'offensive. Objectif, la France doit avoir une eau propre et potable. Ennemi, les pollueurs. Et cette fois, un ministre du gouvernement désigne nommément les principaux coupables. Ce sont les agriculteurs. En réalité, c'est un problème ancien en France, mais un concours de circonstances, la sécheresse, suivie de pluies violentes, nous font découvrir brusquement la gravité du problème. Des villes entières privées d'eau, des eaux minérales polluées et j'en passe. Sophie Jouve. Au banc des accusés, ces engrais nitratés. Avec les pluies de ces dernières semaines, ils se sont infiltrés dans les nappes phréatiques. Résultat, des dizaines de communes bretonnes ont dépassé le seuil des 50 mg par litre, le seuil de potabilité. Une situation d'autant plus alarmante que le procédé de dénitrification reste imparfait. Il génère un jus de nitrate très concentré qui finit dans les rivières. En tête des régions les plus touchées, la Bretagne. En 40 ans, la teneur en nitrate a été multipliée par 15. Nitrates qui proviennent des engrais azotés, mais aussi des déjections animales. Il faut savoir qu'il y a plus de porcs en Bretagne que de Bretons. Il y a 4 millions de porcs. Le bassin Loire-Bretagne est lui-même bien placé. Nous représentons en gros 70% de la production porcine en France. Mais au-delà de la Bretagne, c'est toutes les régions de grande culture qui sont contaminées. Au nord d'une ligne Mulhouse-Bordeaux, le taux maximal des 50 mg par litre est partout approché. Ce matin, le secrétaire d'État à l'environnement a vigoureusement mis en cause les agriculteurs. Les nitrates et les phosphates dont vous parlez, c'est l'agriculture. Il faut que l'agriculture moderne se réforme, il faut qu'elle apprenne à contrôler ses effluents. Ça commence par l'élevage, on sait à peu près comment il faut faire. Il faut tout simplement qu'il y ait des capacités de stockage d'Ulysée qui soient plus importantes. Il faut qu'on mette des gouttières, tout simplement. Enfin, des choses du détail, mais il faut que chaque élevage industriel soit comme une industrie avec les mêmes précautions. C'est la première fois que les agriculteurs sont directement mis en cause par l'État. Pour eux, c'est un accident passager. Monsieur le ministre a fait des critiques vis-à-vis de l'agriculture, il n'a rien compris à la biologie, car aujourd'hui, nous sommes dans une situation particulière, succédant à la sécheresse de l'année dernière, et aussi à l'excès d'eau du début de cette année, mais surtout à la nitrification accélérée de cet hiver particulièrement doux. C'est-à-dire qu'avec un hiver comme nous avons eu, la nature ne s'est pas arrêtée et la minéralisation de l'azote a continué, entraînant donc par là même un excès de nitrate dans les eaux, mais qui est dû surtout à un phénomène tout à fait naturel aujourd'hui. Même si les agriculteurs s'en défendent, c'est l'agriculture intensive qui est mise sur la sellette. En 20 ans, la production de blé et de porc a été multipliée par 2. Sans une révision des objectifs de production, il sera difficile pour un paysan de renoncer à la poignée de nitrate, symbole du rendement. La goutte d'eau, si je puis dire, qui a fait déborder la colère du ministre, c'est l'affaire de Châteauroux, une ville entière privée d'eau potable. Depuis dimanche dernier, en effet, les habitants de Châteauroux sont obligés d'acheter des bouteilles d'eau minérale. Des bactéries polluent l'eau des robinets. Christophe Tortora. Les habitants de Châteauroux et des communes avoisinantes se ruent depuis 3 jours dans les supermarchés de la région. Objectif, acheter des bouteilles d'eau minérale. Dans la plus grande cantine de la ville, qui accueille 800 élèves par jour, les consignes d'hygiène sont appliquées à la lettre. Ici, l'eau courante est remplacée par 600 bouteilles d'eau de source. Vaisselle et brossage des légumes se font dans de l'eau javélisée. L'eau du robinet était trouble et des analyses effectuées samedi ont permis de déceler la présence de bactéries dangereuses. 70 000 personnes sont donc privées d'eau potable. Boire cette eau polluée pouvait entraîner des troubles mineurs tels que coliques et gastro-entérite. L'origine de cette pollution, les fortes pluies de la semaine dernière qui ont suivi une longue période de sécheresse. L'Indre est sortie de son lit et a contaminé les zones de captage des eaux. Les derniers prélèvements effectués hier montrent que la situation semble être redevenue normale. L'adjonction d'un composant de chlore à la source a permis de tuer les germes nocifs. Mais l'eau ne pourra être considérée comme propre à la consommation que dans 48 heures. Les derniers résultats des analyses sur la présence de salmonelle ne seront connus que jeudi. En attendant un retour à la normale, les habitants doivent impérativement faire bouillir l'eau avant de la consommer ou ajouter une goutte de javel pur par litre d'eau.
Dernière surprise en date, celle de Lyon. L'eau du robinet à Lyon est devenue légèrement gazeuse et trouble. Des milliers de bulles d'air s'y promènent. C'est encore l'une des conséquences des inondations de ces derniers jours. Il paraît que cette fois c'est inoffensif et donc sans aucun risque. François Mitterrand au Pakistan, deux thèmes majeurs au cours de cette première visite d'un chef de l'État français dans ce pays. Le conflit du Cachemire, le Pakistan s'oppose à l'Inde dans cette région de l'Himalaya, et aussi le dossier nucléaire. Véronique Saint-Olive, Yves Barbe, la journée à Islamabad. Quand François Mitterrand rencontre Benazir Bhutto, le courant passe. Elle le sait. Et d'aéroport en salon privé, en passant par les réceptions officielles, Benazir Bhutto développe depuis 2 jours des trésors de charme et de diplomatie, avec un objectif: décrocher le contrat de la construction d'une centrale nucléaire. Un dossier dont François Mitterrand se serait bien passé au moment où les tensions entre le Pakistan et l'Inde, amis de la France, se cristallisent avec violence au Cachemire. Jusqu'à ce soir, François Mitterrand a laissé planer l'incertitude. Mais le président de la République a déjà fait un beau cadeau au Premier ministre pakistanais. Ce matin au Parlement, il s'est engagé à soutenir la démocratie qu'elle incarne, en favorisant son développement économique et en se faisant l'ambassadeur du tiers-monde auprès des pays riches. Rien ne saurait nous détourner des préoccupations qui restent les nôtres en matière d'aide au tiers-monde. Les bouleversements que connaissent nos voisins d'Europe, les plus proches là-bas, ne nous ont pas fait oublier le reste de la planète. J'espère que l'Europe entendra notre voix, la vôtre, la mienne, et ne se repliera pas sur elle-même. Sur les bancs de l'opposition, les députés applaudissent. Benazir Bhutto respire, elle vient d'obtenir un sursis chez ses adversaires les plus farouches. François Mitterrand révélera demain sa décision au sujet de la centrale nucléaire. Mais dans tous les cas de figure, il aura renforcé son soutien politique au jeune gouvernement de Benazir Bhutto. Et effectivement, l'avis du président Mitterrand a été sollicité sur l'affaire du Cachemire. C'est une région donc de l'Himalaya que l'Inde et le Pakistan se disputent. Un conflit frontalier avec cette particularité, cela se passe à très haute altitude, c'est dans la chaîne himalayenne. Et pour surveiller les frontières, il faut monter parfois à 6000 mètres d'altitude. Alors comment font-ils? C'est ce que nos envoyés spéciaux, Aubry Edler et Franck Brisset, sont allés vérifier sur place. Une première pour une chaîne de télévision sans masque à oxygène. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ils sont ici une trentaine, isolés, comme perdus sur ce que l'on appelle le toit du monde. Seuls les appels à la prière tentent de rythmer les journées interminables de ces soldats. Nous sommes dans l'un des postes avancés de l'armée pakistanaise, à 6000 mètres d'altitude. Il est coincé entre les plus impressionnants glaciers du globe, le Baltoro et le Siachen. En face, l'Inde, qui depuis 1984 dispute au Pakistan la possession de ces territoires désolés mais stratégiques. Des deux côtés, les combats sont pourtant rares. Difficile d'atteindre un ennemi invisible, surtout quand la priorité est de survivre malgré le froid et le manque d'oxygène. Incroyable guerre où 90% des morts sont victimes de ces terribles conditions climatiques emportées par des embolies cérébrales ou pulmonaires. Car l'on ne peut s'habituer à vivre ici physiquement, encore moins moralement. Évidemment, il y a un problème de solitude, mais on peut jouer aux cartes par exemple. Et puis, heureusement, il y a l'hélicoptère. Car tous ces hommes n'ont qu'une attente, l'hélicoptère qui vient de la vallée quand le temps n'est pas trop mauvais. Les appareils sont des lamas de fabrication française, seuls capables de voler à ces altitudes vertigineuses. Jamais ou presque de visiteurs, mais l'espoir d'un peu de courrier et de nourriture fraîche pour changer l'ordinaire. Et puis l'hélicoptère, c'est aussi le symbole de la relève. Pour ceux de ce camp, elle viendra dans 3 mois. D'autres, basés plus haut encore dans la montagne, pourront dans 3 semaines retrouver en bas la vie de leur village. Ici, dans ce qui semble un autre monde, tout est difficile. Marcher, même parler, devient un effort. Alors au moment où l'Inde et le Pakistan risquent de se lancer dans une nouvelle guerre, ce front oublié sur le toit du monde
paraît plus que jamais inutile et dérisoire. Ça coupe le souffle. La polémique autour de l'Airbus A320, elle a démarré après l'accident de Bangalore au sud de l'Inde qui a fait 90 morts la semaine dernière. Officieusement, la sécurité technique de l'avion ne serait pas en cause. Seulement, les pilotes français sont une nouvelle fois revenus à la charge à propos de cet avion qu'ils n'ont jamais beaucoup aimé. Patrick Esther, élément du dossier. 5 jours après le crash de l'Airbus 320 à Bangalore, on ne sait toujours pas pourquoi l'avion s'est écrasé à l'atterrissage, faisant 90 morts. Les boîtes noires sont en cours d'analyse au Canada. L'enregistrement des voix dans le cockpit, lui, a déjà été écouté par les autorités de Delhi. Mais en fait, le gouvernement indien a interdit de vol ces 14 Airbus 320 lorsqu'un second appareil a fait demi-tour en raison de problèmes de pressurisation vendredi dernier et que 3 autres avions sont tombés en panne également. Les journaux de Bombay avancent une hypothèse selon laquelle les équipes de maintenance au sol d'Indian Airlines n'auraient peut-être pas les qualifications nécessaires. En effet, l'Airbus 320 est un appareil très sophistiqué, très informatisé et par conséquent, il nécessite une vigilance accrue de la part des électroniciens et des mécaniciens. Les équipes indiennes ont été formées à Toulouse. Mais récemment, la compagnie Indian Airlines a dû faire face à plusieurs mouvements de grève lancés par le personnel technique. Celui-ci se plaignant du manque de qualification particulièrement évident dans le domaine des ordinateurs dont l'A320 est équipé. En France, certains pilotes ont pris la décision de ne plus voler si un seul des systèmes de bord est en panne. Il faut dire que le 320 est un avion qu'on met en ligne et lorsqu'on met en ligne un avion tout à fait nouveau, on a toujours ce petit genre de problème. Mais au bout d'un certain temps que l'on peut estimer à un an ou un peu plus 18 mois, les problèmes devraient être finis ou tout au moins vraiment réduits. Et là, ça n'est pas le cas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Nous avons, le constructeur et les autorités françaises ont résolu certains problèmes, mais on en découvre d'autres qui souvent ne sont pas le fait des technologies modernes. Donc cela, ce n'est pas tout à fait normal sur un avion de cette modernité. L'enquête technique devra maintenant dire si l'avion a connu ou non une défaillance technique. Alors voilà, avec nous en direct pour répondre à ces accusations des pilotes, Bernard Ziegler. Bonsoir Monsieur Ziegler. Alors vous êtes le pilote d'essai de l'Airbus, je le rappelle, et maintenant directeur technique d'Airbus. Alors Monsieur Ziegler, on ne va pas revenir bien sûr en détail sur l'accident en Inde, parce qu'on ne sait pas les conclusions finalement. Il faudrait que vous répondiez aux pilotes. Est-ce qu'ils ne sont pas tendres avec vous? Finalement, est-ce que l'Airbus n'a pas été mis en service trop tôt? Écoutez, d'abord, il y a quand même un point que je voudrais souligner, parce que vous dites répondre aux pilotes. Or, il s'agit d'un certain nombre de pilotes en France faisant partie d'un syndicat et en fait d'une partie de ce syndicat. Parce que je peux vous dire que les autres Airline Pilot Association en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux États-Unis, en Australie, ne se plaignent pas de l'avion, au contraire, le considèrent comme un avion tout à fait remarquable. Mais alors pourquoi il y a eu autant de pannes sur cet avion dans la première année? Écoutez, tout avion nouveau a des pannes. Tout avion nouveau a des problèmes à la mise en service. Je m'empresse de dire d'ailleurs qu'aucun de ces problèmes n'est de nature à mettre en jeu la sécurité des vols. Sans ça, on ne volerait pas. Et sans ça, l'avion n'aurait pas été certifié. Ceci étant, je peux vous dire également que l'A320, par rapport à d'autres Airbus, par exemple, par rapport à la 310, ou par rapport à certains avions de nos concurrents, le Boeing 757, dans la même compagnie aérienne, British Airways, a eu moins d'ennuis en service que les avions précédents, parce que nous faisons des progrès. Donc il est tout à fait faux de prétendre que l'A320 a eu plus d'ennuis en service que les autres avions. Ce n'est pas exact, les faits le contredisent. Ils le disent, en tout cas pour Air France, ils disent que dans la première année, 12 incidents marquants pour 1000 heures de vol, soit 10 fois la normale. Ça... Alors, écoutez, on peut jouer avec les statistiques. Je ne sais pas d'où vient ce chiffre de 12. Je ne vous cacherai pas que moi j'ai un chiffre supérieur de problèmes qui ont été trouvés, corrigés à temps voulu, ou bien les mesures ont été prises pour que ces problèmes n'aient pas de répercussions. Et c'est un chiffre qui est parfaitement normal par rapport aux chiffres que j'ai eus lorsque, par exemple, nous avons mis la 310 en service à Swissair,
ou lorsque je fais des comparaisons de la mise en service de l'A320 et du Boeing 757 chez British Airways. Et c'est vrai que les Airbus précédents étaient des avions très sûrs. Alors tout de même, l'A320, lui, c'est un avion révolutionnaire, mais est-ce que finalement, c'est pas un avion trop compliqué? Est-ce que les pilotes ne doivent pas être aussi des informaticiens, etc., etc.? Écoutez, dans ce genre d'affaires, il faut à tout prix éviter des amalgames. Que l'A320 soit un avion de très haute technologie, c'est sûr. Au contraire, je dirais, nous en sommes fiers. Mais cette haute technologie correspond à une complication, que ce soit au niveau de la maintenance ou que ce soit au niveau de l'entraînement des équipages ou de l'utilisation normale de l'avion, c'est faux. Au contraire, notre avion a été bâti pour que la maintenance soit plus facile et moins chère. Notre avion a été bâti pour que l'entraînement des équipages soit plus facile et pour être très simple à être opéré en vol. Et de fait, il l'est. L'ordinateur ne se voit pas plus qu'il se voit pour l'utilisateur d'un poste de télévision ou d'une machine à laver. L'ordinateur est là pour rendre le maniement, l'utilisation et la maintenance de l'avion facile. Et l'ordinateur ne demande pas une compétence particulière, ce n'est pas exact. Très bien. Pas plus d'ailleurs que la télévision. D'accord, très bien, Monsieur Ziegler, merci donc de ces réponses. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler de ce dossier. La suite de l'actualité avec l'échec des dernières négociations à propos de la convention médicale. Les représentants des médecins et ceux des caisses d'assurance maladie espéraient aboutir aujourd'hui et signer enfin cette convention qu'on négocie depuis des mois et des mois. En fait, la lueur d'espoir aperçue hier aura été de courte durée. Il paraît que ce mardi, les discussions n'ont pas progressé d'un pouce. Reprise demain 18 h. Conséquence immédiate, les internes et les chefs de clinique ont décidé de poursuivre dans les CHU, les centres hospitaliers universitaires, de poursuivre leur grève des soins non urgents jusqu'au 28 février. Cette grève n'est pas suivie de la même manière partout, c'est vrai, mais dans certaines villes, les hôpitaux sont complètement perturbés. C'est le cas au CHU de Rennes, où se sont rendus Daniel Duigou et Jean-François Becquet. Prise de température. Le professeur Mass a 63 ans. C'est une figure à l'hôpital de Rennes. Mais depuis 5 semaines, il est obligé de faire lui-même la visite des malades. Ses internes sont en grève. Il les soutient, mais son service de chirurgie orthopédique est sérieusement paralysé. Vous avez une fracture qui est quand même complexe? Oui. Vous l'aurez longtemps? Encore une petite semaine, je pense. La grève des internes perturbe considérablement le service, puisque nous n'assurons que les urgences, c'est-à-dire que l'activité du service est diminuée pratiquement de moitié. D'autres services sont perturbés, en cardiologie par exemple. La grève des internes, c'est moins de malades, comme l'indiquent les cases vides du tableau, mais c'est aussi plus de travail pour les quelques médecins qui ne font pas la grève. Je ne vais pas dire combien nous travaillons, mais enfin facilement 10 ou 12 heures par jour, facilement. Et donc depuis cette grève, nous travaillons sûrement, je ne sais pas, mais 2-3 heures supplémentaires par jour. Discussion, fatigue, tension, surcroît de travail et surtout inquiétude face à l'organisation des soins pour les jours prochains. Les chefs de service du CHU de Rennes ont décidé d'envoyer un cri d'alarme au pouvoir public. Le seuil critique serait atteint. Notre cri, en quelque sorte, notre appel, c'est de dire, si cela continue, les malades eux-mêmes finiront par en subir les conséquences. Ce serait scandaleux. L'administration, elle, est particulièrement inquiète de voir des malades préférer le privé. Elle préfère d'abord et avant tout rassurer en minimisant au maximum les problèmes. Tout le personnel médical n'est pas en place. En revanche, l'hôpital soigne les malades et nous ne connaissons pas actuellement de baisse d'activité très significative. Qui est pour la poursuite du mouvement de grève? Les internes de Rennes ont décidé ce matin de poursuivre la grève. C'est une position dure que seulement la moitié des 26 CHU de France maintient après 5 semaines de grève. L'Allemagne est toujours le thème de l'unification de l'Est et de l'Ouest. Helmut Kohl, le chancelier ouest-allemand, était à Erfurt en Allemagne de l'Est. Il militait pour l'unification, bien sûr, mais c'était aussi le début de sa campagne électorale à l'Ouest. Et l'on s'aperçoit que ce thème de l'Allemagne réunifiée est très mobilisateur. Philippe Rochaud. Applaudissements, mais aussi sifflets et slogans hostiles. Kohl rentre chez toi. Les premiers pas du chancelier en RDA pour la campagne des législatives n'ont pas fait l'unanimité. Près de 100 000 personnes sur la place du Dôme à Erfurt pour saluer à leur manière ce meeting organisé par les chrétiens démocrates et leurs alliés.
Erfurt est à l'image de l'Allemagne de l'Est, net avantage aux socialistes. Voilà pourquoi la propagande électorale des chrétiens démocrates du chancelier Kohl met les bouchées doubles en déversant sa presse sur la RDA avec un slogan « Un chancelier pour l'Allemagne ». Un titre aussi, « Alliance pour l'Allemagne », crédité de 25% des voix, mais les réactions sont parfois hostiles. Ça me déprime de voir le drapeau de l'Allemagne fédérale ici, on est en RDA. Et pourtant, les drapeaux allemands s'arrachent comme des petits pains. Le chancelier Kohl n'est pas un étranger pour moi, c'est le drapeau de l'Allemagne. J'espère pour cette année la réunification. Que Kohl fasse donc sa campagne électorale chez lui. Nous, on l'a fait chez nous. On est assez grand pour ça. Au pied du dôme se côtoyaient ainsi drapeau de RDA et drapeau de l'unification. En venant ici, le chancelier Kohl sait qu'il joue sa carte électorale pour les législatives de décembre 90 en RFA, qui pourrait aussi être celle de la réunification et se tenir dans une Allemagne unie. Kohl tiendra 6 meetings en RDA au nom de l'Alliance pour l'Allemagne. Il a soin de présenter l'unité allemande sous son jour européen, mais la campagne est loin d'être gagnée pour les chrétiens démocrates. En fait, si le chancelier Kohl ne fait pas l'unanimité ici à Erfurt, c'est qu'on n'oublie pas que les chrétiens démocrates d'Allemagne de l'Est qu'il est venu soutenir ont été pendant longtemps les alliés du régime communiste. Illustration très concrète de cette réunification qui s'approche à grands pas, le mur qui tombe une deuxième fois. Plus précisément, les travaux de démantèlement d'une grande partie du mur ont commencé hier devant un public en liesse. Il s'agit de la partie du mur de Berlin entre la porte de Brandebourg et la Potsdamer Platz, ainsi que le fameux passage de Checkpoint Charlie. Ce morceau de mur de plus d'1,5 km a été pendant ces 20 dernières années le théâtre de scènes dramatiques. C'est là qu'ont été abattus de nombreux Allemands de l'Est qui tentaient de fuir à l'Ouest. Où va l'Est? C'est la question qui est posée précisément cette semaine au cours du colloque à la Sorbonne. C'est Antenne 2 qui l'organise avec Libération, avec le Journal des élections et avec Europe 1. Sont rassemblés dans le grand amphithéâtre les principaux responsables des pays de l'Est, du Polonais Geremek au Soviétique Gratchov, qui était hier notre invité, en passant par le Premier ministre roumain, Petre Roman. Michel Rocard était présent ce matin. Gilles Ravine. Il n'était pas prévu au programme, mais ses amis de l'Est, apprenant sa présence à Paris, l'ont invité sur le champ. Raphaël Gazarian est membre du comité Ralabar. Depuis 48 heures, il est aussi le vice-président élu du nouveau Parlement d'Arménie. L'an dernier, à la même époque, il était enfermé dans l'une des prisons de Gorbatchev. Son intervention improvisée sera dominée par une question. Comment sortir en douceur du totalitarisme, malgré les économies sinistrées, malgré la montée violente des nationalismes et la quasi-absence de tradition démocratique? Le même thème sera abordé par la plupart des intervenants. Adam Michnik, le directeur de Gazeta, le journal de Solidarność en Pologne, Jorge Samprun, écrivain, scénariste et ami d'Yves Montand, aujourd'hui ministre espagnol, ou encore le sociologue roumain Alin Teodorescu, qui résumera en une phrase les réponses données à la question. Donc, il fallait faire on ne sait pas quoi avec on ne sait pas qui. Où va l'Est? C'était le thème de ce colloque, et puisque cette question n'aurait jamais pu être posée sans la volonté réformatrice de Gorbatchev, il revenait à l'un de ses proches conseillers d'esquisser une première réponse. Évidemment, la réponse qui est implicitement proposée, c'est de répondre que l'Est va vers l'Ouest. Mais je crois que vous serez d'accord avec moi, une réponse de ce genre serait trop simpliste et par conséquent erronée. Je crois que dans une large mesure, la réponse à cette question va dépendre de la réponse à une autre, à savoir si l'Ouest va commencer à se poser à son tour des questions. Des questions, certains Français ont évité de s'en poser cet après-midi aux portes même de la Sorbonne. Les forces de l'ordre qui ont chassé avec une brutalité superflue la centaine d'adolescents qui avaient entrepris de fêter Mardi Gras sous le soleil printanier du quartier latin. D'autres informations maintenant de l'Afrique du Sud au Liban, en commençant par l'Est toujours, précisément la Yougoslavie et sa république rebelle du Kosovo. François Brabant. La pression de l'armée s'intensifie au Kosovo. Le gouvernement yougoslave a envoyé des hommes et des blindés supplémentaires dans le nord de la province. L'armée est présente depuis 1 an au Kosovo. Cette pression supplémentaire répond à un regain d'effervescence de la communauté albanaise. Des affrontements ont d'ailleurs eu lieu cet après-midi entre forces de l'ordre et manifestants.
Embarras à Dublin, où les ministres des Affaires étrangères de la CEE ont entamé ce matin une réunion consacrée, entre autres, à l'Afrique du Sud. La Grande-Bretagne pourrait décider bientôt et unilatéralement d'assouplir ses sanctions économiques envers Pretoria. Nelson Mandela a immédiatement réagi, il se dit prêt à appeler personnellement Margaret Thatcher pour qu'elle n'en fasse rien. Les deux frères ennemis du Liban font une trêve. Samir Jaja et Michel Aoun ont annoncé hier soir qu'un accord définitif était intervenu entre eux sur l'arrêt des combats interchrétiens. Mais cela n'a pas empêché les morts. 8 personnes ont été tuées ce matin en plein secteur chrétien. Leur voiture a sauté sur une mine. Première session spéciale de l'ONU consacrée à la lutte contre le trafic de drogue. Pierre Joxe y défend la position de la France. Pour le ministre de l'Intérieur, la dépénalisation n'est pas une solution. Pierre Joxe prône un combat sur tous les fronts et la solidarité entre tous les pays touchés par le fléau. Les chiffres de la bourse de Paris, ce soir, le dollar était à 5 francs 68,55. L'indice CAC 40, pour sa part, est en recul de près de 1%. Oui, j'ajoute que la bourse ne va pas fort à Wall Street, à New York. La bourse américaine ce soir est en baisse sérieuse. Je vois que l'indice Dow Jones perd en ce moment 43 points, soit environ 1,6%. Toujours la crainte d'une hausse des taux d'intérêt. Le retour des artistes décorateurs, plus précisément leur salon. C'est au Grand Palais jusqu'au 11 mars. C'est un salon qui existe depuis 1901, imaginez-vous. Et puis il y avait eu des problèmes, mais ce salon avait disparu depuis 3 ans. Eh bien cette fois, les artistes décorateurs reviennent en force. Mot d'ordre, rigueur, beauté, mais aussi humour. Jean Pézieux, Philippe Montoisy, le meuble comme exemple. Un colorant, la fluorescéine mêlée à l'eau pour apporter couleur et vie à une table en inox. C'est l'idée des frères Léméraire. Un clin d'œil à la technologie. Notre époque aime les mélanges. Témoin cette table basse d'Alain de Mourgue. Pied en tôle, cadre en bois laqué, dessus en verre, lutrin en sycomore. Bernard Spitz trouble les cartes avec cette penderie au miroir déformant. Pas facile de savoir si c'est elle qui vous fait l'air bizarre ou si c'est vous qui êtes comme ça naturellement. Humour et perfection, ce sont les qualités de ces secrétaires signés Labbé, Kéméter et Briard, qui n'ont pas craint de travailler le sycomore. Autre exemple d'une technique maîtrisée au service de formes complexes, cette étagère en hêtre de Taline Malikian. Maîtrise des matériaux encore, chez Hervé Perrin, ces bancs en sapin, inox et béton meublent le musée de Saint-Lô. Courant enfin, au XVIIIe siècle, ces fauteuils conversation réactualisés par Pascal Girardot ne semblent pas désorienter la jeune génération. Et la grande différence avec les dernières expositions, c'est que c'est à peu près fini du tube noir et des chaises sur lesquelles on ne peut plus s'asseoir, que maintenant on a à la fois des sièges qui sont des sculptures ou des éléments assez attractifs et des meubles qui servent. Les meubles sculptures, notamment cette console de Michel Guillain, ont séduit le public. La palme revient à ces fauteuils et secrétaires à secret signés Regina Falkenberg. Nombreuses sont les femmes qui s'attardent à caresser ce torse d'homme en frêne massif, mais qui pourrait le leur reprocher? Un réalisateur français récompensé à Berlin, c'est Costa Gavras. Music Box, son film qui est une production américaine, a reçu l'Ours d'Or au 40e Festival de Berlin. Un festival qui a aussi récompensé le film Les Alouettes, le fil à la patte, une œuvre du Tchèque Jiří Menzel, un film qui avait été réalisé et interdit il y a 20 ans. Nicole Cornu-Langlois a beaucoup aimé le film de Costa Gavras. Ce citoyen américain d'origine hongroise est-il coupable de crimes monstrueux commis à la fin de la guerre? Son pays l'accuse, réclame son extradition. Sa fille, Jessica Lange, le défendra, persuadée qu'il est victime des communistes. This is Jack Burke. He's from the Office of Special Investigations. How do you do, Mrs. Talbot? Want to go in? Mr. Laszlo. Mike Laszlo. My father. Look, this is a mistake. You've got the wrong Michael J. Laszlo. Like hell we do. I beg your pardon? We don't have the wrong man. I didn't do any of this. That's not me. I'm a citizen. I'm a good American. If you're a good American, Mr. Laszlo, this country's in big trouble. Une enquête rigoureuse, bouleversante. Costa Gavras fait tomber les masques, éveille les consciences, fait se télescoper un passé sordide et un présent lumineux jusqu'à ce qu'éclate la vérité. Un procès qui soulève les passions. Un film important et dérangeant.
My father is simply an innocent man who is unjustly accused. Voilà, fin de ce journal. Auparavant, laissez-moi vous donner quelques résultats, ceux du tiercé, quintet plus, le tiercé 18, 15, 7, gros tiercé, plus de 19 000 francs dans l'ordre, le quintet plus, 18, 15, 7, 4 et 3. Là, c'est trop compliqué, bien sûr, je vous laisse lire tous les rapports tranquillement. La météo, c'est tout de suite avec Sophie Davant ensoleillée, qui vous dira si ce beau temps va continuer demain. Et la dernière édition, Philippe le fait, 23h30. Bonne soirée, à demain, 20h.